Bonjour les ombres, alors c'est Yuri, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou une bonne semaine. Alors aujourd'hui je serai votre animateur et le seul, je vais vous dire pourquoi après. Tout d'abord je vous annonce le thème, ça ne sera pas un sujet facile car on va parler de violence, de situations d'abus mais aussi de viol. Et pour ce faire, mes intervenants du jour ne sont autres que mes collègues Bruno et Art. Alors, je vais les accueillir déjà. J'espère que vous allez bien. Comment vous sentez pour cet épisode? Bonjour Yuri, bonjour Art, bonjour les ombres, j'espère que vous allez bien. Je suis Bueno. Aujourd'hui, je me prête au jeu de l'intervenant. C'est la première fois depuis le début de ce podcast que nous allons vraiment parler de nous et d'un sujet, et aborder un sujet aussi crucial et délicat que celui-ci. Mon expérience personnelle m'a conduit à explorer des liens entre violences sexuelles subies pendant mon absence et la construction de mon identité en tant qu'individu LGBTQ+. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour partager mon parcours. De mon côté, je dois avouer que c'est un épisode qui me stresse un petit peu parce qu'on va vraiment plonger un peu sur quelque chose qui est assez personnel, mais je pense qu'il est important d'aborder ce genre de sujet pour un peu délier la parole sur ce genre de thème. Et aujourd'hui, je suis confiant parce que déjà, Yuri, c'est toi l'animateur, tu es un ami aussi dans la vie personnelle, donc je sais qu'avec toi, ça sera un moment de confiance et de partage et que tu seras là pour te soutenir pour ce moment délicat, parce que c'est un sujet un peu délicat, mais il faut en parler et je suis prêt et je pense que Bueno aussi, donc on peut commencer quand tu veux. Ça sera un moment de partage et malgré que je connais vos histoires à chacun d'une manière générale, voire personnelle, je suis très fier de vous. Je voulais déjà vous dire que je suis très fier de vous parce que ça demande énormément de courage d'aborder cette thématique et surtout d'aller chercher dans ces émotions, dans ces traumatismes. Mais comme Art l'a si bien dit, c'est un sujet nécessaire car beaucoup de personnes dans la communauté ont fait face à des situations d'abus, ont fait face à des situations de viol et je crois qu'il est l'heure pour nous d'en parler. Donc, on va directement entrer dans le thème et je vais vous demander, les amis, de nous parler un peu de vous. C'est-à-dire, quand je dis vous, je fais pour référence au vous enfant, petit, comment vous étiez, dans quelles circonstances vous avez grandi, quels sont les rapports que vous aviez avec votre environnement, avec votre famille, vos amis. Alors, je vais commencer, je pense. Alors, Vas-y, Bruno. moi, j'ai grandi dans une famille aimante. Je suis dans une fratrie de 5 garçons. Je suis le deuxième. Et voilà, dans ma famille, c'était assez normal, je peux dire. Et de mon regard d'adulte aujourd'hui, je peux dire que voilà, dans ma famille, c'était très compliqué de nous dire je t'aime, comme toute famille africaine, je pense. Mais il y avait des je t'aime un peu partout, dans les regards, dans comment nous parlait, de comment on nous éduquait. Et voilà, je peux dire que voilà, j'ai vraiment eu la chance de grandir dans une famille aimante et de l'extérieur, une famille parfaite, quoi. Donc, une mère très aimante, très présente, un père plutôt absent, on va dire, mais aimant quand même. Et voilà. Et moi, petit, bah, très timide, toujours derrière ma mère. J'étais toujours avec elle, toutes les pièces possibles. D'ailleurs, je me rappelle qu'elle elle me chassait à chaque fois, va jouer avec tes frères, ou va dehors, ou va ceci. Et j'étais tout le temps à la maison. Et mes autres frères, par contre, toujours dehors, effectivement, à courir derrière le ballon. Moi, c'était pas des choses qui m'intéressaient forcément, mais j'étais intéressé par tout ce qui pouvait intéresser ma mère. Donc, des fois, les choses de femme, ce qui lui déplaisait beaucoup. Et voilà. Donc, toujours, vraiment toujours à côté de ma mère. J'ai vraiment grandi à côté de ma mère et voilà. Euh, pour ma part, c'était plutôt l'opposé. Dès très très jeune, j'ai dû apprendre à m'occuper de moi tout seul, très rapidement. J'ai été plutôt un enfant très solitaire.
J'ai vécu un petit temps avec ma mère, certes, mais on se côtoyait pas beaucoup parce elle était beaucoup en déplacement parce qu'elle cherchait un moyen de subvenir à mes besoins et subvenir aussi à ses besoins. Donc, quand elle partait comme ça pendant ses déplacements, elle pouvait parfois me laisser chez des oncles ou des tantes ou des cousins qui s'occupaient de moi. Donc, j'étais très renfermé, très solitaire et j'ai dû apprendre vraiment à vite grandir, à m'occuper de moi très tôt. Donc, ce qui a fait que bah, j'ai j'ai mûri assez vite et donc je suis arrivé dans des endroits où beaucoup de choses se sont passées, mais on en parlera par la suite. Mais j'étais plutôt très solitaire, très renfermé et très seul pour ma part. Je vais commencer par Bueno. Bueno, tu as dit que ta famille était en apparence parfaite. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails à ce niveau? C'est-à-dire, si tu utilises le terme en apparence, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui était là. Et est-ce que tu pourrais l'exprimer davantage, s'il te plaît? Oui, bien sûr. De toute façon, voilà, je parle toujours d'un regard d'adulte aujourd'hui parce que l'enfant que j'étais n'était pas du tout conscient de tout ça. Euh, Parfaite de l'extérieur parce que c'est ce que tout le monde pensait, c'est que tout le monde nous renvoyait, mais voilà, dans ma famille, je sentais déjà qu'il y avait pas mal de non-dits, pas mal de personnes, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on vivait tous ensemble, il y avait ma grand-mère, mes grands-mères, tout, on habitait tous côte à côte. Donc, ce qui faisait que, voilà, je voyais tout le monde était présent, mes oncles et tantes, cousins, cousines, j'ai grandi avec tout le monde à côté de moi. Et quand je dis parfaite, c'était vraiment la famille où, d'apparence, comme ça sentait l'amour, la joie, mais il y avait pas mal de non-dits, pas mal de souffrances, pas mal de personnes qui avaient subi aussi des violences dans ma famille, et ça, j'ai su ça après, et ça m'a permis de comprendre les comportements des uns et des autres. Et moi, enfant, j'ai grandi dans ça. Je comprenais pas pourquoi c'était compliqué les démonstrations d'amour et d'affection. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'était d'apparence parfaite parce que c'est ce que tout le monde me disait. Oui, tu as une famille parfaite, t'as ton père, t'as ta mère, t'as toute ta famille à côté de toi, t'as grandi vraiment dans l'amour et tout. Et surtout, on faisait tout le temps la fête chez nous. Il y avait tout le temps du monde qui rentrait, qui venait, qui repartait. Donc, c'était vraiment la maison du bonheur. Mais ça cachait pas mal de souffrance, pas mal de tristesse aussi et de solitude. Et toi, Art, dis-moi, tu as également dit que le fait de grandir seul, de te parfaire par toi-même, t'a mené à des places où certaines choses se sont passées. Tu peux nous donner plus de détails, s'il te plaît? Bien sûr, si je peux rentrer dans le détail, quand je disais que ma mère était en déplacement et qu'elle avait l'habitude de me déposer un petit peu chez certains membres de la famille, c'est là où ça a commencé, très tôt, hein. J'avais à peu près vers l'âge de 6 ans, elle m'avait amené chez un oncle le temps qu'elle aille faire un autre de ses travaux qu'elle avait trouvé. Euh, J'étais entouré de cousins, de cousines, il y avait mes oncles, il y avait mes tantes, et c'est là où j'ai subi ma première agression sexuelle. Il y en a eu d'autres après qui sont survenus, mais c'était vraiment ma première agression sexuelle. Je me rappelle que un jour, j'étais en train de prendre ma douche. Je sais pas s'il va vraiment falloir que je rentre dans les détails. J'ai pas forcément envie non plus de choquer nos auditeurs, mais même s'il est important d'en parler et tout, je sais pas si je dois me censurer ou pas, mais c'est à ce moment-là, j'avais subi ma première agression avec cet oncle-là. Euh, je prenais ma douche, tout simplement, et bah, de manière normale. Et cette personne est rentrée pendant que je prenais ma douche et a commencé à faire des attouchements sur ma personne. Donc, sur le coup, quand tu reçois une telle agression sur ta personne, tu sais pas réellement comment réagir. En plus, j'étais enfant, donc je me suis dit peut-être que c'est normal, peut-être qu'il est là pour jouer avec moi ou qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'était un peu incompréhensible, un peu bizarre parce que j'avais 6 ans, j'étais très jeune. Donc, bon, il a commencé à faire ses attouchements. Donc, il a fait des pénétrations par les doigts, etc. Enfin, c'était très sale. J'ai pas envie d'entrer dans le détail pour ça. Mais c'était pas ça, en tout cas. C'était pas, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais qui était pas normal. Mais après tout ça, je suis resté silencieux.
Je n'ai pas parlé à ma tante, je n'ai pas parlé à mes cousins, je n'ai pas parlé à mes cousines. J'ai rien dit. Donc après, ça s'est produit une fois, et ça s'est reproduit une autre fois, une troisième fois. Et au bout d'un moment, ma mère est revenue me chercher et elle m'a encore déplacé à un autre endroit où il s'est passé d'autres choses. Mais je vais laisser la parole à Bruno pour la suite. Alors pour moi, je suis incapable de vous dire sur combien de temps ça a duré, mais je sais que j'avais dans les alentours de 10 ans parce que j'ai retrouvé par hasard une photo de moi et ce monsieur dans mes affaires. Je sais pas comment c'est arrivé là, mais j'en avais voilà. Et sur cette photo-là, il s'était daté. Il y avait la date et l'heure, et c'était à cette période-là, je me souviens très bien que se sont passés les abus sexuels que j'ai subis. Et comment ça se passait, c'est que voilà, ma mère, mes parents partaient au travail, et comme on habitait tous ensemble, je me faisais garder par ma grand-mère. Et chez ma grand-mère vivait son plus jeune fils, qui était donc du coup mon oncle, et qui travaillait pas, qui était au chômage. Et donc, comme mes autres frères, ils étaient plus football et des trucs de garçons, quoi, et étaient inscrits à des activités sportives. Moi, c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Donc, je me faisais garder pour pas me retrouver seul dans la maison. Je me faisais garder par ma grand-mère. Donc, du coup, bah, ma grand-mère, quand elle s'absentait pour aller au marché ou donc tous les jours, je me retrouvais seul à seul avec cet homme qui dans l'intimité, bah, faisait des choses d'adultes, abusait de moi, faisait des trucs que je ne comprenais pas à cette époque-là. Donc, fellation, des trucs comme ça, hyper. À cette époque-là, ça m'avait déjà choqué parce que dans l'intimité, ça se passait comme ça avec lui, mais quand j'étais dehors, en fait, quand on était avec d'autres personnes, il me rejetait. C'est-à-dire qu'il trouvait que j'étais efféminé et que j'étais un futur petit homosexuel, quoi. Genre, il me reprenait sur ma voix quand je parlais d'une manière un peu fluette ou un peu efféminée. Il me reprenait très sèchement ou quand j'avais pas les bonnes positions ou quand j'avais pas les bonnes démarches, il n'hésitait pas à m'humilier devant tout le monde. Mais dans l'intimité, bah, c'était un peu, moi, pour moi, en tant qu'enfant, c'était très bizarre à comprendre parce que j'étais rejeté et en même temps, c'est ce que je comprenais en tant qu'enfant, j'étais aimé parce que il voulait garder avec moi une certaine intimité et voulait entretenir un secret. Et je comprenais pas du tout pourquoi ça. Donc c'était très bizarre avec lui. Et du coup, bah, enfant, j'ai commencé à faire pas mal de cauchemars. J'arrivais plus à dormir tout seul. J'allais toujours me faufiler dans le lit de mes parents le soir et mes parents, soit eux, ils comprenaient pas, donc soit ils m'enfermaient ou ils fermaient leur porte de leur chambre, donc je me retrouvais à dormir sur le seuil de la porte et tout parce que je voulais pas être seul, ou j'allais dormir carrément avec un de mes frères que je prenais le soin de serrer dans mes bras parce que j'arrivais pas à dormir seul. Et à chaque fois, j'étais plus demandeur d'affection et d'amour auprès de ma mère, mais elle voyait un petit enfant comment dire, qui se fragilisait à son contact. Tout le monde lui disait oui, mais arrête de trop aimer cet enfant, de trop lui prouver de l'affection parce qu'il va devenir homosexuel ou efféminé. Et du coup, ma mère, bah, elle était un peu prise entre bah l'amour de son fils et le fait que bah tout le monde lui dit, bah, notamment la belle famille, qu'elle devait me arrêter de s'occuper de moi comme ça et de me laisser prendre mon envol et tout, sinon j'allais finir efféminé et tout. Donc du coup elle me rejetait et du coup bah j'étais un peu perdu en tant qu'enfant en fait. J'étais seul. On était une grande famille, mais j'étais dans une très grande solitude. Personne ne comprenait. Je me faisais rejeter parce que j'avais besoin de protection, mais mes parents ils étaient pas là. Et voilà, donc j'étais très perturbé en tant qu'enfant. Il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma petite tête à l'âge de 10 ans et il y avait personne. Et j'ai quand même grandi dans une grande famille. Comme quoi, on peut être dans une très grande solitude quand on est entouré. Et c'est ce qui s'est passé pendant mon enfance. Vos témoignages sont vraiment super émouvants. J'ai même du mal à poser mes questions, mais bon, vu qu'on y est, il faut aller jusqu'au bout.
Je voulais vous demander, de votre jeune âge, toi tu avais 6 ans et toi, Bruno, tu en avais à peu près 12. Est-ce que vous compreniez que ce qui se passait n'était pas bien? Est-ce que vous compreniez que vous étiez dans une situation peu orthodoxe, donc une situation d'abus concernant par un membre de votre famille? Je pense que je comprenais quand même que ce qui se passait n'était pas correct, n'était pas bien, parce que vu la réaction de mon corps à ce moment-là, je pense que j'avais un certain rejet. Surtout que à 6 ans, je pensais pas vraiment à la sexualité. Donc quand tu as eu cet acte un peu intrusif envers ma personne, bah, ça m'a un peu paralysé, et ça m'a mis dans un état de tristesse, de, de dégoût, de rejet, d'incompréhension. Donc, je me suis dit que c'était pas correct. Si moi, mon corps réagissait comme ça, c'est que cette personne faisait quelque chose qui n'était pas bien. Surtout que c'était un oncle. Donc, je me dis, pourquoi un oncle voudrait faire un truc aussi mal, sachant que les actes qu'il posait sur mon corps, c'était des actes qui me faisaient mal physiquement. Donc, je me disais qu'il me faisait du mal. Donc, pour moi, c'était pas du tout normal. Je comprenais que la situation n'était pas normale et que ce qu'il faisait en pénétrant dans mon espace personnel, c'était pas du tout correct. Moi, je savais que j'avais compris que c'était pas quelque chose de bien, mais je vais dire quelque chose qui peut choquer. J'ai eu l'intelligence de pas en parler à ce moment-là parce que ma mère traversait un moment difficile dans son mariage, comme on peut le voir souvent dans les foyers africains. Quand tu vis avec ta belle famille, c'est très compliqué. Comme vous pouvez le voir, ils avaient leur mot à dire sur tout, sur mon éducation, celle de mes frères, et sur comment ma mère devait tenir sa maison, des trucs comme ça. Donc, on s'est retrouvés plusieurs fois à la rue parce que ma belle famille, en fait, la belle famille de ma mère, voilà, aimait pas trop ma mère. Donc, du coup, de temps en temps, en fait, 2 ou 3 fois, on s'est retrouvés à la rue, à la rue. On a dû déménager, sortir de là où on était parce que c'est une maison familiale. Et on s'est retrouvés habités dans des endroits genre partagés. Au début, c'était mes parents nous ont eu très jeunes, donc du coup, ils venaient juste de commencer leur vie active. À l'époque, on n'était pas 5 évidemment, mais voilà, on a grandi, on a vécu pendant 2, 3 ans, je pense, dans une petite chambre. Alors qu'on avait quitté une maison parce que ma famille en fait avait une grande maison, en fait, ce qui pourrait ressembler à une concession. Donc, on avait notre partie et on habitait tous ensemble. On partageait les repas dans les, dans les grands espaces, parce qu'il y avait des espaces prévus pour se retrouver tous ensemble. Mais on avait quand même ce qu'on pourrait dire nos appartements privés et tout, où on se retrouvait vraiment le strict minimum de la famille, c'est-à-dire mon père, ma mère et mes frères. Et ma mère, elle avait ses problèmes comme ça, de femme, d'épouse et de mère. Et j'ai eu l'intelligence, peut-être pour la protéger, parce que c'était plus ça mon truc. Je voulais la protéger de ça, d'une énième, euh, comment dire, déception. Elle s'est retrouvée très jeune à la rue, mariée du coup très rapidement parce que à la rue, avoir des enfants. Et là, si je disais que à ma mère à cette époque-là que j'ai été abusé moi garçon dans cette famille-là, bah, c'est sûr que pour elle et pour moi ça aurait été pénible. Donc du coup, j'ai gardé ça pour moi et j'ai somatisé parce que je me rappelle que j'étais très malade tout le temps. Chaque fois, j'étais malade. Personne ne pouvait savoir pourquoi. Et en fait, par simplifi- par simplification, ils ont préféré dire parce que j'étais un enfant plutôt douillet, plutôt efféminé, et que j'étais très fragile, quoi. Alors que je passais des moments traumatisants et que je subissais des abus et j'étais dans une très grande solitude, en fait. Donc voilà. Donc moi, je savais déjà à l'époque que c'était pas bien et j'ai gardé le secret, pas pour protéger le monsieur, mais pour me protéger moi et protéger ma mère. Je trouve que de vos deux points de vue, quand on vous écoute, il y a quelque chose qui revient. C'est l'expression du corps. L'expression du corps, parce qu'on a tendance à dire que même notre corps est souvent en corrélation avec notre esprit.
Si on vit une situation, le corps te signalera que cette situation, elle est mauvaise, elle est dangereuse, elle n'est pas bien pour toi. En fait, ton corps, automatiquement, lui aussi t'enverra des signaux pour te protéger. Ah, la question qui va suivre, c'est du coup, sur le moment, si j'ai bien compris, sur le moment, ni l'un ni l'autre n'en aviez à parler à personne. Comment est-ce que vous avez fait pour sortir de là? Et d'où est venu le déclic pour dire que bon, là, je vais dire stop, je vais m'affirmer et je vais faire en sorte que ça s'arrête, sachant que vous n'avez pas eu la chance d'avoir une assistance à côté pour essayer de casser ça. Et ça doit être assez dur, mais vraiment très dur pour un enfant de le faire de lui-même, quoi. Après, pour ma part, ce n'était que ma première expérience d'agression sexuelle. Il y en a eu une autre. Après que j'ai vécu celle-ci, comme je l'avais précisé au début, ma mère est revenue me chercher pour me déplacer à un autre endroit. Donc, c'est à cet autre endroit-là où j'habitais chez ma tante avec son mari où s'est produit d'autres choses. Donc, j'ai même pas eu le temps d'assimiler la première expérience, de passer outre, qu'il y en avait déjà une autre qui se produisait, donc, et qui a duré plusieurs années. Donc, j'étais pas encore à cette étape-là de déclic qui me permettait d'assumer quoi que ce soit que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai eu le temps de traverser encore d'autres choses qui m'ont encore remis dans cette période sombre. Moi, j'ai eu la chance que à cette période-là, donc à mes 12 ans, on a eu une vacancière. C'est-à-dire que j'ai eu une cousine qui est venue d'ailleurs et qui est venue à la maison passer les vacances d'été. Donc, je me retrouve plus seul. Du coup, comme je ne me retrouvais plus seul dans la maison, en fait, chez ma grand-mère, du coup, bah, j'étais plus à la merci de ce monsieur. Donc, il a arrêté. Et même après le départ de cette personne, je n'ai jamais été confronté à ce monsieur-là dans l'intimité. Donc, il a totalement arrêté et même je le voyais de moins en moins. Donc, il restait de moins en moins à la maison chez ma grand-mère et tout. Et je pense aussi c'est une période qui a dû coïncider avec peut-être une entrée pour lui dans la vie professionnelle. Il a trouvé du travail. Donc, du coup, ça a stoppé net ses abus. Et moi, j'ai grandi et j'ai décidé, je sais pas comment, à ouvrir la porte de chez nous et à sortir. Du coup, à jouer à mes frères, avec mes frères, pardon. J'ai commencé à jouer avec mes frères, avec les enfants du quartier, de mon âge, et du coup, j'ai appris à, à, à comment dire, à marcher correctement, à parler de manière virile, à viriliser mes actes en fait. J'ai appris à me protéger parce que les enfants dehors aussi avaient commencé à un peu m'insulter sur ma façon d'être. Donc du coup, j'ai essayé de m'adapter, j'ai commencé à jouer au foot, à m'intéresser aux trucs de garçons et et j'en ai même oublié que j'avais vécu des abus sexuels. J'ai carrément oublié, effacé cette étape de ma vie. Je savais que, en fait, avec ce monsieur-là, du coup, comme on se croisait tout le temps, parce que c'était quelqu'un de ma famille, bah, dans les regards n'étaient jamais francs, n'étaient jamais frontaux, si je peux dire comme ça. C'était souvent des regards esquivés, mais moi, ce que j'avais vécu, bah, je pensais que c'était un truc inventé par mon esprit. À un moment donné, je croyais vraiment que c'était une invention, c'était un fantasme que j'avais dans ma tête, que voilà quoi, qu'il y avait rien qui s'était passé, qu'il y avait tout inventé. Mais je sentais que dans le regard du monsieur en face de moi, qu'il y avait quelque chose et ça qui me confortait à me dire qu'il y avait vraiment eu quelque chose. Mais sinon, moi, j'étais incapable. Des fois, je me disais vraiment, est-ce que tu as vraiment vécu ça, quoi? T'as vraiment vécu ça? J'ai jamais eu de contact avec ce monsieur-là. C'est quelqu'un c'est un membre important de ma famille. On n'a jamais eu d'échange. On se croisait, on se disait bonjour et il n'y avait pas de lien familial, c'est-à-dire que familiaux, c'est-à-dire que si on nous voyait dans la rue ou quoi que ce soit, on pouvait dire que ces gens-là se connaissaient, ces deux personnes-là se connaissaient pas. En fait, voilà. Donc moi j'ai vraiment grandi dans le déni jusqu'à mes 25 ans quoi, jusqu'à ce que je me rends compte que voilà que j'étais intéressé par les gars et c'est là que j'ai commencé à voir je vais peut-être pas tout raconter maintenant, je vais m'arrêter là, peut-être qu'on va en reparler plus tard, mais voilà.
En tout cas, à mes 12 ans, ça s'est arrêté, je pense. Et je crois que c'est à mes 12 ans, ouais. À mes 12 ans, j'avais plus d'abus et c'était très, très bien pour moi. Art, dis-moi, pour ta deuxième expérience d'agression, bon, tu dis tu as quitté là où tu étais, tu es arrivé dans une nouvelle maison où tu as revécu une situation d'abus. J'aimerais savoir, est-ce que les faits se sont reproduits exactement de la même manière que la première? Est-ce que tu penses que il y a eu redondance dans, comment dire, dans la structure de l'acte en elle-même? Est-ce que les faits sont répétés de manière similaire? Non, pas vraiment. En vrai, quand je suis arrivé dans cette famille, j'ai été plutôt bien accueilli. J'avais l'impression d'être, faire partie totalement de la famille parce que c'était ma tante, même si je connaissais pas vraiment ce côté de ma famille. Ma mère me présentait eux comme des gens qui étaient censés prendre soin de moi, où je pouvais être en sécurité chez eux. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de mon cousin à ce moment-là, qui m'a souri, qui m'a très bien accueilli, qui m'a fait visiter la maison, qui m'a mis à l'aise, qui s'occupait de moi comme un petit frère en fait. Donc j'avais un peu cet aspect de confiance entre nous, entre nous deux. Donc au début c'était plutôt léger, c'était tranquille, et ensuite ça s'est dégradé puisque on dormait dans la même chambre en fait. Je suis resté chez ma tante pendant plusieurs années et pendant toutes ces années, dès le deuxième jour, le troisième jour, où je suis arrivé dans cette maison, ça a commencé en fait. Ça a commencé par des attouchements. Ça a commencé par des attouchements pendant qu'on dormait, en fait, parce que je dormais sur le même lit, dans la même chambre que lui. Tout de suite, ça s'est mis en place, en Le fait. frère de Donc, ta mère ou de ton cousin? le cousin, c'était vraiment la troisième nuit que j'étais dans cette famille, en fait. Ça a commencé par des attouchements, du coup, et donc tout de suite, je suis paralysé parce qu'il était beaucoup plus grand que moi, en fait. Moi, j'étais très jeune, très petit, et il y avait toujours cet aspect un peu de violence dans cette famille. Quand tu faisais une bêtise, on te tapait. Quand tu avais des mauvaises notes, on te tapait. Enfin, quand tu faisais des erreurs, on te tapait. Donc, j'avais vraiment cet aspect de grand frère, petit frère. Tu lui dois le respect et tu dois fermer ta bouche quand il te parle, quoi. Donc, vraiment, tu dois accepter et c'est tout. Donc, quand il a commencé ça, je pouvais pas faire grand-chose. Pour moi, j'avais pas l'impression que je pouvais agir de manière à ce que quelqu'un puisse m'aider si je parlais. Donc j'ai rien dit, j'ai juste acquiescé, accepté la situation comme elle était et de toute façon j'avais pas de force ni de moyen de me défendre donc je l'ai juste accepté. Donc ça s'est produit plusieurs fois et même quand j'avais la possibilité de lui dire non, je recevais de la violence. C'était beaucoup il prenait mes doigts, par exemple, qu'il mettait dans de l'eau, il mettait dans des prises électriques pour que je reçoive des chocs électriques, du coup, quand je disais non. Oui, il prenait des lames de rasoir, il me taillait le dos, du coup, pour que je puisse, pour que j'accepte, en fait. Ou il me tabassait avec du bois ou des pierres ou, j'avais beaucoup de punitions, en fait. Quand je disais non, parce qu'il voulait, en fait, il fallait que l'accord vienne de moi. Quand il me demandait, il faut qu'on le fasse, et que je disais non, mais il passait par la violence, jusqu'à que je dise oui. Donc, c'était jamais vraiment, je te force et je fais ce que je veux. Je te propose, si tu dis non, c'est la violence. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par juste accepter la situation et me laisser faire. Et quand je l'avais fini, c'était fini, quoi, jusqu'au prochain. Et j'ai développé cette peur, en fait. Il me faisait vraiment, vraiment peur. Si je le regardais dans les yeux, il me tapait. Si je lui parlais un peu, d'une certaine manière qui lui déplaisait, c'était de la violence. Et donc, bon, après, il y avait un peu cet aspect, comme je disais, un peu de normalité où c'est ton grand frère. Donc, il avait un peu tous les droits sur toi. Alors que dans le lit, c'était autre chose. Quand on était amené à dormir ensemble, à l'extérieur, vraiment, il jouait sur cette peur, sur cette emprise qu'il avait sur moi. Et c'était très, 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 très violent. Et ça a duré comme ça pendant des années. De longues, 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 longues années. Est-ce que tu peux nous situer l'âge que vous aviez à Quand l'époque je suis du... arrivé là-bas, j'avais 7 ans. Je suis arrivé là-bas à 7 ans. Donc, de mes 7 ans jusqu'à mes 12 ans, j'ai subi tout ça. Et je sais que à la suite de ça, j'avais d'autres cousins qui se sont rajoutés à la famille. Et je sais que le moment qui m'a fait parler, c'est quand j'ai vu qu'ils voulaient commencer à appliquer les mêmes choses
à certains de mes cousins. Là, je me suis dit que non, c'était pas possible. Il fallait que je les protège. Il fallait que j'en parle. Et tu l'as dénoncé finalement à ses parents. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à sa grande sœur. Parce que je m'entendais bien avec elle, j'étais en confiance avec elle et on partageait plein de choses. Donc je me suis dit que bon, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. Peut-être que elle va me comprendre, elle va recevoir l'information, elle va m'aider, elle va me sauver. Parce que même si c'est son petit frère, je pense qu'elle m'aime assez pour me faire sortir de cette situation. Donc je lui en ai parlé. Elle en a parlé à ma tante, qui en a parlé à son mari. Et ensuite, s'en est suivi encore plus de violence. C'était vraiment inattendu. Donc, quand finalement tout le monde était au courant, j'ai été presque humilié, hein, vraiment, enfin, même pas presque, j'étais humilié parce que elle m'a déshabillé, ma tante, elle m'a déshabillé devant toute la famille. Elle m'a assis dans une sorte de bassine remplie d'eau, apparemment d'eau médicinale qui était censée me refermer l'anus parce que j'avais subi trop de viols et que c'est moi, c'était à cause de moi que son fils a été tenté parce que vu que elle savait déjà que bah, j'étais homosexuel, c'est moi qui avais tenté son fils et que j'étais le diable et que il fallait que tout le monde voit ça. Donc, elle m'a mis à nu devant tout le monde, elle m'a mis dans cette bassine et tout le monde passait devant moi, m'insultait, m'humiliait, me regardait. Et lui, il était assis avec tout le monde en train de rigoler, en train de discuter normalement. Et moi, j'étais en plein milieu, dans une bassine qui était censée me refermer l'anus. Euh, alors que c'était moi qui était censé être la victime de cette histoire, mais le prédateur, le coupable, était en face de moi et observait la situation. Sans rien dire. Il n'y a pas eu de conséquences. Je devais juste fermer ma bouche et ne pas déshonorer la famille en ouvrant ma bouche et en parlant de cette histoire. Et personne n'a daigné prendre ta défense lorsque, Non, au moment des faits. non, personne, Même pas sa sœur, même pas les cousins qui s'étaient ajoutés à la famille. personne. En fait, quand j'ai osé en parler, c'était vraiment pour protéger mes cousins. Et donc, heureusement, après que tout le monde ait été au courant, il ne s'est rien passé avec mes autres cousins. Il n'a rien tenté. Donc, au moins ça, j'étais content pour ça. Et ça m'a donné le courage d'en parler aussi à ma mère. Sauf que ma mère, je l'avais au téléphone assez régulièrement. Elle envoyait de l'argent à ma famille pour qu'ils s'occupent de moi. Cet argent, j'en voyais pas la couleur. J'avais même pas d'habits neufs. J'avais rien. J'étais vraiment traité comme après que j'ai révélé tout ça, j'ai été traité comme un esclave en fait, comme un paria, une bête sauvage. Je sais pas comment l'expliquer. Donc j'étais contrôlé tout le temps. Donc quand j'avais des appels avec ma mère, ils étaient toujours à côté de moi pour savoir ce que je disais, est-ce que je parlais de cette histoire, et si j'osais parler un petit peu de quoi que ce soit, j'étais tabassé tout de suite. Donc il fallait pas que j'ouvre ma bouche, il fallait pas que j'en parle, il fallait que je dise rien. Et donc après j'ai eu la chance d'enfin partir de cette famille où j'ai pu un peu libérer la parole quelques années plus tard à ma mère. Et tu as libéré à quel âge? Tu as quitté cette famille, de chez cette famille à quel âge? Et tu l'as dit à ta mère à peu près aussi à quel âge et quelle a été ta réaction? Après ça, je suis venu en France en fait. Ma mère était en train de faire des démarches pour me faire venir et ça s'est concrétisé et je suis parti en France. Je sais qu'avant que je vienne en France, il y a un moment qui m'a marqué, qui me marque toujours jusqu'à maintenant, parce que j'ai une sorte de photo quand je suis petit où je souris sur cette photo. Mais je souris pas réellement. Je sais que ma tante était derrière le photographe et il me disait, souris, 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 ta mère va recevoir cette photo parce qu'elle voulait voir comment j'allais. Donc, sur cette photo, j'étais censé faire semblant de sourire pour que ma mère voie que je suis heureux, alors que je subissais des atrocités dans cette famille de confiance où elle était censée, enfin, où elle m'avait laissé. Sur cette photo, quand je regarde cette photo, je repense toujours à ce moment-là, avec tout ce que je subissais derrière, et cette photo où on voit clairement que je souris vraiment, vraiment faussement, et ma mère m'avait, bon, donné cette photo justement, et c'est là que je lui en ai parlé en fait de cette histoire. Parce que je lui dis, tu sais, quand tu as reçu cette photo, j'étais pas vraiment en train de sourire, je subissais ça dans cette famille. Euh, C'était vraiment quelques années après, hein. Ça, avant que je délie ma parole sur ce sujet, ça a pris quelques années. Quand j'ai été à peu près peut-être majeur, je pense, que je suis arrivé en France quand j'avais 12 ans. Donc jusqu'à que je sois majeur, je n'avais pas
pris le temps d'en parler à ma mère par peur de sa réaction, par peur de conséquences. Et tu nous dis toujours pas comment elle a réagi. Euh, Elle a réagi très violemment, très brutalement. Vraiment, une réaction à laquelle je m'attendais pas du tout. Parce qu'elle m'a dit, tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est possible et tout? Je ne te crois pas. Et si c'est vrai, je pense que c'est toi qui as cherché. Je pense que ça vient de toi. Elle a vraiment eu une réaction de rejet, en fait. Elle a vraiment rejeté cette histoire comme si c'était ma faute, comme si c'était un truc que j'inventais, en fait. Et donc, ça a pris du temps avant qu'elle assimile l'information. Et après, elle m'a avoué que elle a réagi comme ça parce que elle s'en voulait, elle, de m'avoir laissé comme ça à chaque fois dans toutes ses familles et tout, et que elle aurait pas dû, et que c'était de sa faute et qu'elle s'en voulait, du coup, d'avoir fait ça. C'était plus par rapport à ça, cette réaction. Bon, j'ai pu le comprendre après, mais sur le coup, ça m'avait un peu choqué et déçu. Parce que j'attendais le soutien de ma mère, justement, et que je l'en voulais aussi passe beaucoup à une période du fait qu'elle m'ait laissé, et que, à cause du fait qu'elle m'ait laissé, il s'est produit tout ça dans ma vie. Bueno, tu as évoqué le fait d'avoir tout oublié. Est-ce que tu penses que à un moment donné, il est possible que tu aies eu à faire une amnésie traumatique par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas? Et j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que par la suite, ça a pu avoir une modification a entraîné une modification de ta personne et de ta personnalité? Je demande ça aussi parce que tu as dit que par la suite, quand tu entrais en contact avec les jeunes de ton âge, tu essayais de réajuster ton comportement par rapport à ce que ton prédateur t'avais dit. Est-ce que tu penses qu'il y avait une relation d'emprise à un moment donné qui t'a affecté toi, maintenant dans la manière de gérer tes relations avec les autres? Oui, bien sûr. J'ai eu un moment de, comme tu dis, amnésie traumatique. Euh, et je pense que c'était aussi pour mon bien, parce que le corps, comme tu dis, nous protège, le cerveau nous protège. Et à ce moment-là, je pense que pour ma santé et pour mon épanouissement, je devais zapper cette partie de ma vie. Et d'ailleurs, je me suis construit sans jusqu'à la majorité. Et j'ai toujours, je peux dire que je me suis comporté et j'ai grandi comme un adolescent entre guillemets normal, c'est-à-dire hétérosexuel. Donc j'avais des copines, je fréquentais des garçons de mon âge, on avait un petit groupe et voilà. Donc j'avais vraiment eu une enfance assez normale entre guillemets et voilà. Donc oui, ça m'a permis de ma mère me rejetait dans le sens où elle voulait que je devienne un homme et que je sois pas trop collé à elle pour pas qu'elle me fragilise. Et ce monsieur-là n'arrêtait pas de me casser et de me dire que oui, je devais me comporter comme un homme et aller jouer au foot comme les garçons normaux. Donc effectivement, mon esprit a fini par intégrer ces informations-là et à se dire, bah, tu vas te faire insulter, humilier tout le temps, soit tu te reprends et tu vois, tu commences à entreprendre une vie de garçon normal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer, à me battre, des choses que je trouvais vraiment débiles, en fait, à me battre, à jouer au foot. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'on terminait un match de foot, et aujourd'hui, même si je le dis, les gens me disent, mais c'est pas possible, c'est pas du tout toi. Mais effectivement, quand on finissait une rencontre sportive, de football et tout, je me rappelle, j'étais toujours le mec qui allait chercher la bagarre parce que tel a taclé, tel a mais j'étais tout le temps dans l'excès en fait. J'avais besoin de démontrer. Et du coup, moi, ce qui m'a, en tant qu'aujourd'hui, je veux dire, dans mon adolescence, j'ai beaucoup de mal à me confier, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens. Je suis quelqu'un d'hyper timide et j'ai pas le contact facile. Je sais que pour me connaître ou pour avoir des informations sur moi, en tout cas venant de moi, c'est très compliqué parce que je parle très peu de moi au premier abord. Tant que j'ai pas confiance, je ne m'ouvre pas. Et ça, c'est un problème parce que autour de moi, j'ai créé pas mal de relations superficielles, c'est-à-dire que c'est pas très profond, je fais en sorte que ça n'aille pas plus loin que, bah, la limite que j'ai décidé de donner. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, il y a des gens avec qui je m'entends hyper bien, mais je décide de tout simplement de quadriller la relation pour elle va pas au-delà de là, parce qu'en fait, juste pour me protéger.
Donc j'ai j'ai développé cette autodéfense autour de ma personne, autour de une espèce de zone, une espèce de zone de confort qui me protège et qui garde mon intimité, qui garde mon intégrité de façon pérenne. Et en fait, toutes les personnes qui gravitent autour de moi, bah voilà, c'est moi qui choisis. Il y a, genre, il y a pas de, même si j'ai un feeling avec une personne, bah, c'est très rare que ça aille plus loin, en fait, je veux dire, dans le sens amical, ça, que ce soit vraiment une amitié euh, solide, parce que bah, j'ai pas trop confiance, j'ai peur qu'on me rejette. Oui, il y a ça aussi, j'ai ce traumatisme de l'abandon.